Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans. Aussi loin que je m'en souvienne, mon père a toujours dit que j'étais trop jolie pour être sa fille. Il prétendait que mes cheveux blonds et mes yeux bleus étaient la preuve irréfutable de la trahison de ma mère. Il l'accusait d'adultère, me traitant comme la preuve vivante d'un crime qu'elle n'avait jamais commis. Lorsqu'il a exigé que je passe un test ADN avant qu'il n'accepte de m'escorter à l'hôtel pour mon mariage, j'ai fini par accepter. Mais les résultats n'ont pas seulement prouvé qu'il avait tort concernant l'infidélité de ma mère, ils ont prouvé que je n'étais ni sa fille, ni celle de ma mère. Ce que nous avons découvert sur la clinique où je suis née a mis mon père à genoux devant 60 membres de notre famille. C'était lors d'un déjeuner dominical chez mes parents à Saint-Cloud, dans leur immense demeure de style directoire que mon père aimait nous rappeler avoir acquise à la sueur de son front. La salle à manger brillait sous l'éclat des meubles Roche-Beaubois et de la vaisselle en porcelaine de Limoges que ma mère astiquait chaque semaine, comme si la perfection domestique pouvait la protéger des accusations de son mari. Ma grand-mère, Éléonore, était assise au bout de la table, ses cheveux argentés soigneusement coiffés, observant mon père comme un faucon observe un serpent. Mon frère, Maxime, 31 ans, le fils prodigue, gardait les yeux rivés sur son assiette. Ma mère, Hélène, serrait sa serviette en lin comme une bouée de sauvetage, puis Gérard Tavernier s'est raclé la gorge. « Je n'assisterai pas à ton mariage, Léa. » Ces mots sont tombés comme une guillotine. La fourchette de ma mère a heurté son assiette dans un bruit sec. « Gérard, a-t-elle chuchoté, s'il te plaît, pas ce soir. » Mais il fouillait déjà dans la poche de sa veste de costume sur mesure. Il en a sorti un document plié qu'il a fait glisser sur la table en chêne vers moi. « J'y ai réfléchi longuement, » a-t-il dit d'une voix calme, presque répétée. « Je ne conduirai pas la fille d'un autre à l'hôtel, pas avant que cette affaire ne soit réglée une fois pour toutes. » J'ai regardé le papier. C'était un formulaire de consentement pour un test de paternité ADN d'un laboratoire privé, sa signature figurant déjà en bas de page. « Tu as 6 semaines, » a poursuivi Gérard. « Passe le test, rends les résultats publics devant toute la famille. Si tu es bien de mon sang, je serai présent et je te présenterai même des excuses. » Il a souri, mais son regard restait de glace. Mais nous savons tous les deux ce que le test révélera. La tasse de thé de ma grand-mère a claqué sur la soucoupe. Ma mère s'est mise à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Et moi, je suis restée là, fixant la montre Patek Philippe de mon père qui brillait sous le lustre, en pensant, 28 ans, cela fait 28 ans qu'il prépare ce moment. Je n'ai pas signé ce papier ce soir-là, je ne suis pas partie en claquant la porte non plus. J'ai simplement dit, merci pour ce rappel, Gérard, je m'en souviendrai. Et je le pensais vraiment. Je devrais expliquer pourquoi ce déjeuner ne m'a pas surprise. À 28 ans, j'avais appris que la cruauté de mon père suivait un cycle prévisible. J'avais 7 ans la première fois que j'ai compris que j'étais différente. J'avais collé mon oreille contre la porte de la chambre de mes parents après avoir entendu ma mère pleurer, et je l'ai entendue la traiter de traînée. « Regarde ses cheveux blonds, » crachait-il, « d'où viennent-ils, Hélène ? Sûrement pas de moi. À 12 ans, je voulais m'inscrire au club de volley. Gérard a refusé de signer l'autorisation. Je n'investis pas dans l'enfant d'un autre, m'a-t-il dit, juste devant Maxime qui recevait de nouvelles chaussures de foot la même semaine. À 18 ans, Maxime est entré à HEC, Gérard a tout payé, les frais de scolarité, le studio à Paris, l'argent de poche. Quand j'ai été acceptée en école d'infirmière, il m'a regardé à travers cette même table et a dit « Ton vrai père n'a qu'à payer tes études. » Alors j'ai fait des prêts étudiants, j'ai cumulé les gardes de nuit dans une brasserie. J'ai obtenu mon diplôme 6 ans plus tard avec 50 000 € de dette et un diplôme que j'avais décroché sans son aide. Le plus dur n'était pas l'argent, c'était de voir ce que ces accusations faisaient à ma mère. Chaque dispute, chaque désaccord sur les factures ou les vacances finissait toujours par revenir sur mon cas. J'étais son arme, sa preuve, son rappel constant d'une prétendue trahison. La veille de mon départ pour Lyon, ma grand-mère Éléonore m'a prise à part. « Garde chaque document de la clinique où tu es née », a-t-elle dit en serrant fermement mon poignet. « Ton acte de naissance, les carnets de santé, tout. J'ai le sentiment qu'on en aura besoin un jour. » Je n'avais pas compris à l'époque, mais j'ai gardé ces papiers précieusement.
Cette nuit-là, je suis rentrée dans mon petit appartement lyonnais que j'avais meublé avec des objets d'occasion et une volonté de faire. Nicolas m'attendait sur le canapé, son ordinateur ouvert sur des plans pour un client. Il a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Je lui ai parlé du test ADN et de l'ultimatum. La mâchoire de Nicolas s'est contractée. Peut-être devrais-tu le faire, a-t-il fini par dire. Fais ce test, prouve-lui qu'il a tort et fais-le taire à jamais. J'ai posé mon verre de vin, un verre ordinaire de chez Ikea, rien à voir avec le cristal de baccarat dans lequel mon père buvait, et j'ai regardé le modeste diamant à mon doigt. Nicolas avait dessiné la bague lui-même. Il ne s'agit plus de lui prouver qu'il a tort, ai-je dit. Il s'agit de libérer ma mère. Nicolas s'est tu. Il connaissait l'histoire. Il y a 5 ans, ma grand-mère m'avait appelé à 2 heures du matin. Elle avait trouvé ma mère dans la salle de bain avec une boîte de somnifères vide. Les secours étaient arrivés à temps, de justesse. Depuis, Hélène était sous antidépresseur, voyant un thérapeute 2 fois par semaine. Gérard ne s'est jamais excusé. Il a juste continué à affirmer qu'il avait raison. Ma mère a donné 35 ans de loyauté à cet homme, et il l'a remerciée en la traitant de menteuse pendant 28 ans. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché un laboratoire de génétique indépendant à Lyon, certifié et surtout, sans aucun lien avec mon père. Je passerai le test, mais je le ferai à ma façon. 2 semaines plus tard, Gérard fêtait ses 60 ans au prestigieux golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Un salon privé avec vue sur les greens impeccables et 30 membres de la famille réunis pour célébrer l'homme qui avait fait de la vie de ma mère une prison. Je portais une robe noire simple. Nicolas m'a serré la main en entrant, murmurant « 2 heures, on peut tenir 2 heures. » Mais nous n'avons pas pu. Au milieu du dîner, après 3 verres de Château Margaux, Gérard s'est levé pour un discours. Il a remercié tout le monde, a loué la carrière de Maxime dans la finance, a porté un toast à la patience de ma mère, puis ses yeux m'ont trouvé. « Je vois que ma fille est là ce soir », a-t-il dit en accentuant le mot fille avec ironie. Quelques cousins ont ri nerveusement. J'espère qu'elle a réfléchi à notre conversation, sur le fait de prouver d'où elle vient vraiment. Le silence s'est installé. « Papa », a dit Maxime en se levant à moitié, « ce n'est peut-être pas le moment. » Gérard l'a écarté d'un geste. « Si, c'est exactement le moment. La famille doit être honnête. » Il m'a adressé ce sourire reptilien que je connaissais trop bien. « Vous savez comment on appelle un oiseau qui pond ses œufs dans le nid d'un autre ? Un coucou. L'œuf du coucou est beau, n'est-ce pas ? Mais il n'a pas sa place là. Il n'en a jamais eu. » Une tante a eu un hoquet de surprise. Ma mère fixait ses genoux, ses larmes tombant sur son bracelet Cartier, un cadeau de culpabilité que Gérard lui avait offert après une de leurs pires disputes. J'ai posé ma fourchette et je me suis levée. « Merci pour ce rappel, Gérard », ai-je dit d'une voix ferme. « Je m'en souviendrai. » Puis je me suis tournée vers ma mère. « Maman, tu veux sortir prendre l'air ?» Elle a pris ma main et nous sommes sortis sous les murmures, laissant derrière nous l'homme qui avait passé 28 ans à tenter de nous détruire. Mais je n'en avais pas fini. Ma grand-mère nous a rattrapés sur le parking. « Léa, attends. » Éléonore avait 78 ans, une posture de reine et un regard qui ne ratait rien. Elle n'avait jamais aimé Gérard. « Cet homme se prend pour le cadeau de Dieu à l'ingénierie, disait-elle, mais c'est juste un petit homme avec un ego démesuré. » Elle nous a menés vers un banc et sa voix est descendue d'un ton. « Le soir de ta naissance, a-t-elle commencé, il s'est passé quelque chose d'étrange à la clinique des Lilas. J'ai senti ma mère se tendre à mes côtés. Quand l'infirmière t'a sorti pour te montrer à nous, ton grand-père était encore en vie. Elle avait l'air terrifiée, ses mains tremblaient. Elle t'a tendu à Hélène beaucoup trop vite, puis s'est presque enfuie de la chambre. Maman, a dit Hélène, pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ? J'ai essayé d'enquêter, a répondu Éléonore, mais la clinique a tout bloqué, invoquant le secret médical. Elle a sorti un papier jauni de son sac. Mais j'ai fait une copie du registre de naissance avant qu'il ne verrouille tout. J'ai regardé le document. Heure de naissance, 23h47. J'ai accouché à 23h58, a dit ma mère lentement.
Je me souviens d'avoir regardé l'horloge. 11 minutes. Quelque chose s'était passé pendant ces 11 minutes. Il y a un nom, a ajouté ma grand-mère. L'infirmière en chef ce soir-là, Marguerite Sauvage. Elle a pris sa retraite il y a 10 ans, j'ai son adresse. Le lendemain matin, je me suis rendue au laboratoire avec 3 échantillons. Le mien était un simple frottis buccal. Celui de ma mère était volontaire, elle me l'avait donné les mains tremblantes en disant « Quoi qu'il arrive, tu es ma fille ». Celui de mon père était volé, quelques cheveux récupérés sur sa brosse dans la salle de bain des invités. La biologiste m'a promis des résultats rapides. 3 jours plus tard, l'email est arrivé, mais pas seulement à moi. Gérard n'était pas subtil, il avait envoyé un mail collectif à toute la famille élargie, 47 destinataires, avec en objet, concernant le mariage de Léa. Il y disait qu'il portait ce fardeau depuis 28 ans, qu'Hélène refusait d'avouer la vérité et que mon refus de faire le test parlait de lui-même. Il avait joint une photo de mon baptême où j'étais le seul bébé blond au milieu d'une douzaine de parents bruns, avec la légende « Cherchez l'erreur ». Maxime m'a appelé, furieux que je ruine la réputation de mon père. J'ai ri. Sa réputation ? C'est tout ce qui t'importe ? Puis, le mardi à 21h47, le véritable rapport ADN est tombé dans ma boîte mail. Je l'ai lu 3 fois. Sujet A, Léa, présente 0% de correspondance génétique avec le sujet B, Gérard. Je m'y attendais. Mais la ligne suivante m'a coupé le souffle. Sujet A, Léa, présente 0% de correspondance génétique avec le sujet C, Hélène. 0%. Ni la fille de mon père, ni celle de ma mère. Le laboratoire a confirmé, aucune erreur possible. Cela signifiait que ma mère n'avait jamais trompé personne, mais aussi que je n'étais pas son enfant biologique. J'ai couru chez mes parents le lendemain. Gérard était au golf. J'ai montré le rapport à ma mère. Elle est devenue livide. C'est impossible, j'ai senti ton corps sortir du mien, tu étais à moi. J'ai pris ses mains glacées. Je te crois, maman. Ce qui veut dire qu'on nous a échangés à la maternité. Les 11 minutes d'écart sur le registre. Ma mère s'est effondrée dans un sanglot déchirant. Si tu n'es pas ma fille, alors ma vraie fille est quelque part là-bas, vivant la vie d'une autre. Gérard a appris la nouvelle par Maxime qui avait fouillé dans le téléphone de ma mère. Il m'a appelé, triomphant, sans même me laisser parler. Je le savais. 28 ans que je le dis et personne ne me croyait. Il riait d'un rire malsain. Je renvoie un mail à tout le monde avec la preuve. Il a ordonné à ma mère de faire ses valises. Je ne l'ai pas laissé finir. J'avais besoin de la vérité de Marguerite Sauvage. Je l'ai appelée 5 fois, elle ne répondait pas. Au 6e message, j'ai menacé de faire intervenir un avocat et de lancer une enquête judiciaire sur la clinique. Elle m'a envoyé un SMS, jeudi, 14h, brasserie de la Gare à Valence. Viens seule. Marguerite était une femme frêle de 72 ans. En me voyant, elle a murmuré, « Tu lui ressembles tellement. » À Linda, ta mère biologique. Elle a sorti un vieux carnet de garde de 1997. À 23h47, un bébé-fille est né pour Hélène Tavernier. À 23h58, un autre pour Linda Morin. Une stagiaire a confondu les nourrissons après le bain. L'administration a décidé de ne rien dire pour éviter un scandale et un procès, obligeant tout le personnel à signer des accords de confidentialité. Marguerite m'a montré une photo d'une femme de mon âge, brune aux yeux sombres, le portrait craché de Maxime. Elle s'appelait Mélanie Morin, elle était institutrice à Bourges. J'ai contacté Mélanie. Après le choc initial, nous avons fait un nouveau test ADN comparant Mélanie à mes parents. Les résultats sont tombés juste avant ma fête de fiançailles, 99,9% de correspondance avec Gérard et Hélène. Le soir de la fête, chez ma grand-mère, 60 invités étaient présents, y compris tous ceux qui avaient reçu les mailles de mon père. Gérard est arrivé en dernier, arrogant dans son costume italien, pensant savourer sa victoire. Il a pris le micro pour porter un toast cynique, brandissant le papier du premier test ADN montrant que je n'étais pas sa fille. « Tu as menti à tout le monde, Hélène » a-t-il crié.
La famille sait enfin qui tu es. C'est là que je suis montée sur l'estrade. J'ai pris le micro. Tu as raison, Gérard, le test dit que je ne suis pas ta fille. Mais il dit aussi que je ne suis pas celle de maman. Parce qu'il y a eu un échange à la naissance. J'ai fait signe à la porte latérale. Mélanie est entrée. Le silence est devenu assourdissant. J'ai projeté les nouveaux résultats sur l'écran géant du salon. Voici Mélanie, ta fille biologique, Gérard. Celle que tu aurais dû élever si tu n'avais pas été trop occupée à détruire ta femme. Marguerite Sauvage s'est levée pour confirmer les faits. Le visage de mon père est devenu gris de cendre. Ses genoux ont lâché. Il s'est effondré sur le parquet, incapable de lever les yeux. Tu aurais pu lui faire confiance, ai-je dit doucement. Tu as choisi la cruauté plutôt que l'amour. Maxime, pour la première fois, a ignoré son père pour aller serrer sa mère dans ses bras. Gérard a bégayé des excuses, promettant de payer mes dettes, de tout réparer. Mais le mal était fait. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Linda, ma mère biologique, une femme douce qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Nous avons pleuré ensemble sur ces années perdues. Je me suis mariée avec Nicolas dans le jardin d'Éléonore. C'est ma mère, Hélène, qui m'a conduite à l'hôtel. Pas Gérard. Il était assis au deuxième rang, brisé et silencieux. Nous avons gagné le procès contre la clinique, obtenant une indemnisation massive et des excuses publiques, mais l'argent ne ramènera pas les 28 ans de soupçons. Aujourd'hui, Hélène et Linda se voient une fois par mois pour déjeuner, elles s'appellent les autres mamans. Quant à moi, j'attends mon premier enfant. Je ne sais pas quel ADN il portera, mais je sais une chose, il sera aimé inconditionnellement, sans doute et sans preuve. Parce que c'est cela, une vraie famille. Quelle histoire absolument bouleversante. Ce récit nous montre à quel point l'ego et le manque de confiance peuvent dévaster une famille pendant des décennies. Il est terrifiant de voir comment une simple erreur administrative, couverte par une institution pour protéger ses intérêts, a pu servir d'arme à un homme déjà prédisposé à la suspicion. La force de Léa et d'Hélène est incroyable, elles ont réussi à transformer cette tragédie en une nouvelle forme de famille élargie. On se demande souvent si les liens du sang sont plus forts que tout, mais ici, c'est la vérité et l'amour choisi qui triomphent. C'est aussi un avertissement sur la manière dont nous traitons ceux que nous aimons, le doute est un poison qui ne laisse que des ruines derrière lui. Heureusement que la grand-mère Éléonore avait gardé cette intuition précieuse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Léa devrait pardonner totalement à son père après ses excuses publiques, ou la trahison de ses 28 années est-elle trop profonde pour être réparée ?